Je voudrais vous remercier d'abord de me permettre cette interview. Pour être là, il a bien fallu que je sois invité. Je remercie les organisateurs, je remercie le président de l'université avec lequel je viens d'avoir un entretien qui a pris au moins une trentaine de minutes, ce qui est vraiment très réconfortant pour moi. Le but de mon arrivée, c'est d'échanger. Je ne dirais pas que c'est une conférence, c'est d'échanger avec l'audience sur un sujet qui m'a paru et qui me paraît toujours non seulement d'actualité, mais un sujet vital, je peux dire, pour l'Afrique. L'agriculture et les défis à relever. Je crois qu'on m'a donné le choix entre deux sujets, deux thèmes, mais j'ai laissé la liberté aux étudiants eux-mêmes de choisir le thème. Ceux qu'ils ont choisi, ce n'est pas tant parce que je connais, mais c'est parce que ça donnera lieu à un échange qui peut être fructueux pour l'Afrique d'aujourd'hui et pourquoi pas l'Afrique de demain, surtout l'Afrique de demain. Certains disent, ou en tout cas de mémoire, qu'aucune société, aucun pays ne peut connaître une révolution industrielle sans passer par une révolution agricole. Alors aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, beaucoup de jeunes partent vers les grandes villes en laissant dans nos villages des terres fertiles. Alors comment vous, les hommes politiques, pouvez mettre en valeur cette agriculture? Ce que vous dites est d'autant vrai que quand vous prenez la trame de l'histoire, ça n'a pas commencé ni par l'agriculture ni par l'industrie. On a commencé d'abord, n'est-ce pas, par la cueillette. De la cueillette, on est venu à la chasse. Et de la chasse, grosso modo, on est venu à l'agriculture. Et de l'agriculture à l'industrie. Aujourd'hui, on est à une phase qu'on appelle la phase technotronique, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Tout cela est vrai. Mais on vient justement, c'est l'un des buts de cette conférence, dire ce qui a été bien fait par les Africains dans le domaine agricole, mais dire ce qui a été mal fait. Et l'exode rural fait partie de nos maux, parce que l'agriculture se meurt. Mais cela aussi est lié à un fait historique que beaucoup ne connaissent pas. Bon, on aura le temps d'évoquer tout cela, mais vous avez raison, tout part d'abord de la conception d'une politique agricole qui fasse que les gens restent liés au sol, à leur métier d'agriculteur, de paysan. Mais comment le faire si tout est centralisé à la capitale? Finalement, ce n'est pas de gaieté de cœur que le monde rural, n'est-ce pas, se dépeuple au profit des zones urbaines. Bon, beaucoup de pays le vivent, mais si on n'essaye pas de décentraliser véritablement, si on n'essaye pas d'amener tout ce qu'il y a comme ingrédients pour soutenir la viabilité de nos villages, de nos hameaux et de nos villes de l'intérieur, il y aura toujours cette tendance à aller non seulement dans les grandes villes, mais surtout dans la capitale. Et c'est dommage pour l'agriculture, parce qu'on ne peut pas avoir l'agro-industrie sans agriculture. Ça commence par l'agro. L'industrie qui se perfectionne aujourd'hui, ailleurs, dans le domaine agricole, on a rendu l'agriculture plus consommable, plus facile, plus rapide à fabriquer. Là où la cueillette nourrissait 10 personnes, la chasse est venue nourrir 100. Là où la chasse nourrissait 100, l'agriculture a nourri 1 million. Là où l'agriculture a nourri 1 million, l'agro-industrie a nourri des milliards. Voilà le processus comme il est allé, d'un début à l'autre. Vous avez mis le doigt sur un des problèmes. De toutes les façons, soyez sûr que même sans votre question, c'était dans mon esprit. Et j'allais l'évoquer, parce que c'est une des plaies aujourd'hui de l'épanouissement de l'agriculture. Et vous m'excusez juste une autre question, parce que ça se passe aussi par la transformation des produits agricoles. Par exemple, moi, je suis sénégalais, je sais que dans certaines régions, quand les mangues ou quand certains fruits, la saison des pluies, on va les jeter. Alors que le fait de transformer ces produits aurait permis à des jeunes de trouver de l'emploi, aurait permis beaucoup de choses. C'est comme ça, pas seulement dans l'agriculture,
que ce soit l'agriculture, que ce soit les mines, les ressources minières, l'Afrique a accordé ou n'a pas pu transformer ces matières premières. Mais on s'est contenté de l'économie de traite, en fait, qui était une sorte d'encouragement à exporter nos matières premières. Mais les matières premières ne suffisent pas pour faire d'un pays un pays développé. Il faut nécessairement les transformer. Ce n'est pas seulement les produits agricoles. Je vais donner tout de suite des exemples pratiques et les gens verront que c'est vraiment un gâchis que de continuer à faire l'économie de rente, l'exportation, avoir la matière première agricole et l'exporter au lieu de la transformer chez nous. Mais je crois que vous êtes en train de précéder la conférence et n'allons pas jusqu'au bout, sans quoi on arrête la conférence ici. Écoutez, le problème n'est même pas la répartition. Avant cette répartition de l'opposition, il y a d'abord une répartition générale. C'est en tout 14 plus 3. 7 pour l'opposition, 7 pour ce qu'on appelle chez nous mouvance présidentielle, ça fait déjà 14. 1 pour l'administration, 2 pour la société civile. Je vais vous dire que ce qui est surtout important, c'est que d'abord, à l'origine, l'équilibre est faussé. Les 7, en plus des 7 de cette mouvance présidentielle, celui de l'administration, il sera où? Il va voter quoi? Au nom de qui? Il sera avec l'administration. Ça leur fait 8. Les 2 de la société civile, si on a la chance qu'ils soient tous du côté de l'opposition, c'est tant mieux, mais ça ne risque pas d'arriver. Ne nous leurrons pas. Il y aura au moins, au minimum, 1 du côté de la mouvance. Ils seront à 9. L'opposition, s'il y a un qui reste dans l'éthique, dans le droit chemin, et qui veut participer activement à l'application des décisions ou des lois, peut-être que lui sera du côté de l'opposition. En ce moment, ça sera 8 contre 9. Toute élection qui se passera, c'est les 9 qui vont l'emporter. Vous savez que CENI, Sénat, Sénap, on a eu tous les noms, c'est parce que l'administration ne marche pas. On a fait recours. La première expérience est venue, je crois, du Bénin, quand pour la première fois on a mis une commission électorale nationale autonome en place. Mais c'était parce qu'on était sûr que l'administration, le ministère de l'administration du territoire, ne fera jamais perdre un président, à quelques exceptions près. L'exemple, c'est du Sénégal, où Lamine Cissé, que je connais très bien, qui est un ami de longue date, a eu le courage de dire la vérité. Et c'était tant mieux pour la démocratie sénégalaise. Mais ça n'arrive pas partout. Là où les États sont pratiquement dans le dictat, on ne permettra jamais que cela arrive. Et le ministre de l'administration du territoire lui-même, qui doit normalement organiser des élections, comme vous le voyez partout ailleurs, ce ministre ne prendra pas le risque de faire échouer, n'est-ce pas, le régime auquel il appartient. Voilà tout. Il ne faut jamais s'arrêter à mi-chemin. Tout ça là, pour moi, c'est de là. Et il y a encore plus. La CENI sortante en Guinée. Demandez à chaque parti ce que vous avez envoyé, les éléments que vous avez envoyés. Est-ce qu'ils sont restés fidèles au parti? Ça, je ne commenterai pas, puisque vous connaissez cette réalité autant que moi. Et ce n'est pas seulement d'ailleurs en Guinée, j'ai vu dans beaucoup d'autres endroits, dans mes fonctions précédentes, où quand une institution est organisée comme ça, où les partis d'opposition se font représenter, après, ils sont corrompus par le pouvoir. Merci, monsieur le ministre. Merci.